C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, microcrédit aux plus pauvres, les résultats de ce programme sont prometteurs. Les réformes ont abouti. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance revient sur les impacts. L'interprofession du soja mobilise à Paracou producteurs et transformateurs autour des mécanismes d'une commercialisation réussie. Un pari pour cette organisation qui est encore à ses débuts et qui prend ses marques. Et puis, tournée nationale de la direction de la police républicaine contre les bavures policières. L'étape du Mono a connu la présence des 12 unités de la corporation autour de la nécessité de garantir la sécurité des populations. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. L'inclusion financière est une réalité au Bénin. Avec les réformes, les résultats du microcrédit sont satisfaisants. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toïfodé, revient ici sur les impacts. Un sujet signé Ulvaeus Balogun. Avant 2016, le programme microcrédit mis en place par le gouvernement pour un accès financier aux populations les plus vulnérables était marqué par une gestion chaotique et politisée, avec des fonds souvent détournés par des intermédiaires et des conditions de distribution inaccessibles. Avant 2016, le microcrédit se distribuait main à main aux parents, parfois aux amis. Ce que je veux dire par là, c'est sans grande traçabilité, avec aussi des intermédiaires qui prélevaient des commissions. Les femmes se tracassaient beaucoup avec les pièces, les dossiers à fournir. Par exemple, pour emprunter un crédit de 50 000 francs CFA, il y avait beaucoup de faux frais. Il y avait déjà une carte de 5 000 francs achetée en dehors des intérêts qui étaient plus grands. Donc, le résultat de tout ça, c'est un fort taux d'impayés et des ressources qui étaient totalement effondrées avec des milliards de dettes pour les SFD. Les réformes introduites à partir de 2016 ont radicalement changé la donne. L'innovation majeure étant la digitalisation. La digitalisation a apporté de la transparence. Le fait de passer par le téléphone a permis d'éviter ou de limiter les contacts intermédiaires, d'éviter les doublons, de rembourser également directement par le téléphone, puisque tout se passe par le téléphone. Et ce sont ces remboursements-là qui sont suivis de près scrupuleusement par le FNM. En 4 ans, près de 600 000 microcrédits ont été octroyés, dont 500 000 en faveur des femmes. Les conditions ont été améliorées. Le montant des prêts est passé de 30 000 à 50 000, puis à 100 000 francs CFA. Le taux d'intérêt également a été réduit à 4%. Tous les faux frais ont été supprimés, donc les frais de dossier qui sont les seuls qui restent sont passés de 1 000 francs à 400 francs CFA. Et désormais, on n'a pas besoin d'une autre pièce que le RAVIP ou le CIP pour pouvoir octroyer un microcrédit. Le coût même du CIP a été également revu, rendu totalement accessible par l'État. Grâce aux réformes, le volume annuel des crédits a doublé, atteignant 12 milliards de francs CFA par an. Ce qui fait du Bénin le premier en tête du classement de l'UEMOA en matière d'inclusion financière. L'Agence de développement des petites et moyennes entreprises forme les jeunes à l'entrepreneuriat. Il est question d'éveiller chez eux l'esprit d'innovation, d'initiative et de persévérance pour réussir. Après quelques jours d'activité, ils ont reçu leur parchemin. Gilles Dansou et Jules Kouikou. Formation des jeunes sur l'esprit entrepreneurial. L'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ADPME outille les apprenants. Une initiative qui répond à la vision de développement économique durable, inclusif au Bénin. Cette formation a été mise en place par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement qui a mis en place le programme et qui a agréé le CEPEP depuis 2005 pour diffuser cette formation au profit des chefs d'entreprise et des porteurs de projets. Depuis le 5 novembre, la DPME a lancé le mois de l'entrepreneuriat au Palais des Congrès avec près de 800 personnes. Donc nous sommes heureux que ces formations entrent justement dans le cadre de ce mois de l'entrepreneuriat pour permettre aux jeunes porteurs d'idées ou de projets d'entreprise de pouvoir les concrétiser et également de pouvoir les identifier, de pouvoir les comprendre à travers les comportements associés à ces compétences entrepreneuriales-là, de pouvoir s'auto-évaluer, de s'entraîner et par la suite maintenant de pouvoir développer à travers les outils et les différents concepts qui ont été déployés durant ces 6 jours-là.
Ces jeunes repartent bien aguerris et prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Durant cette formation, nous avons découvert et exploré les 10 compétences personnelles de l'entrepreneur. Compétences qui se déclinent en 30 comportements essentiels pour quiconque aspire à réussir dans le monde des affaires. Ces compétences qui incluent la recherche d'opportunités et d'initiatives, la persévérance, l'engagement et la prise de risque, pour ne citer que ceux-là, nous ont été enseignées de manière purement pratique. De quoi mettre en valeur le leadership qui sommeille en ces personnes. Campagne de commercialisation 2024-2025, l'interprofession du soja passe à l'offensive. Un mois après sa création, elle a organisé à Parakou une mobilisation des producteurs et transformateurs autour des mécanismes d'une commercialisation réussie. Alexis Assogba et Enoch Onkwati. Un mois après sa création, l'interprofession Soja Bénin intensifie ses actions pour remplir sa mission. Elle rassemble ici tous les acteurs du septentrion engagés dans cette filière afin de leur permettre de s'approprier le mécanisme de commercialisation du soja en prélude à la campagne 2024-2025. Nous avions réuni les producteurs et les transformateurs du Nord, à savoir le Borgou, Alibori, Atakura, Donga, pour leur expliquer le mécanisme transitoire qui va s'opérer pour cette campagne de commercialisation de soja grain. Parce que c'est eux qui sont les piliers au niveau de chaque arrondissement. Pour garantir le succès de cette campagne, le gouvernement, en concertation avec les parties prenantes, a mis en place des mesures incitatives. Les coopératives regroupent leur production dans un magasin et par des cadeaux qui leur seront donnés, ils entreront en contact avec l'interprofession pour inviter les industriels qui viendront directement dans les magasins et acheter leurs produits. Par ailleurs, l'une des ambitions affichées par l'interprofession est de promouvoir la transformation locale du soja. Tout ce que nous produisons aujourd'hui doit être transformé pour le bien-être de nos frères, pour le bien-être de la population, maîtriser le flux commercial. C'est une interprofession qui est née avec les dents, qui sait déjà ce qu'il doit faire. Et c'est l'interprofession de soja qui va discuter du mécanisme, des conditions de commercialisation de soja avec vous les producteurs. Parce que c'est des gens qui sont déjà dans l'activité, donc qui ont déjà une expérience en la matière. Mais ce que je voudrais surtout vous demander aux producteurs, aux transformateurs, c'est d'aider vraiment cette interprofession. Je voudrais les exhorter à éviter toute sortie frauduleuse. Les transformateurs et les producteurs se sont mis d'accord sur un prix qui sera quand même avantageux pour le producteur et pour le transformateur. Ce prix sera homologué en Conseil des ministres et à partir de cet instant sera diffusé et pratiqué sur toute l'étendue du territoire national. Il n'y aura pas une différenciation de prix, quelle que soit la zone où le producteur se retrouve. En balisant le terrain, dès à présent, l'interprofession Soja Bénin se mobilise pour une campagne de commercialisation fluide et sans entrave. Tournée nationale de la direction de la police républicaine contre les bavures policières. L'étape du Mono a connu la présence des 12 unités de la corporation autour de la nécessité de garantir la sécurité des populations et celle de leurs biens, mais surtout d'éviter les bavures policières en cette période de fin d'année. Evariste Zomoron et Samirat Jabimane. À l'entame de cette séance d'information et de sensibilisation des chefs d'unité de la police républicaine du Mono, un satisfecit du préfet est décerné aux forces de défense et de sécurité du département pour leur rôle dans le maintien de l'ordre et la sécurité des populations. Je voudrais vous dire que en matière de sécurité dans notre département, il faut dire qu'ils font un travail notable, appréciable dans le département. Ces chers chefs d'unité, je voudrais vous inviter à une attention soutenue. Le message apporté est clair. Aucune bavure policière dans l'accomplissement des différentes missions qui leur sont assignées en cette période de fête de fin d'année. La séance qui s'est tenue à huis clos invite ces hommes en uniforme à plus de professionnalisme afin de préserver la paix et la cohésion sociale. C'est la bienvenue, cette séance de sensibilisation,
parce que ça nous permettra de mieux faire ce que nous savons déjà faire, mieux le faire au bénéfice de la population, mieux le faire pour permettre à nos populations des 6 communes du département du Mono de fêter en toute quiétude et dans la paix. Je voudrais inviter tous les participants ici présents à suivre attentivement la séance, les différents points que nous allons aborder, à participer également activement aux échanges, de manière à ce que nous puissions tous améliorer le travail que nous faisons déjà d'une très bonne manière. Les chefs d'unité présents à la séance de sensibilisation et d'information prennent l'engagement de respecter les principes sacro-saints de leur corporation pour la sécurité des personnes et des biens, surtout en cette période de fête de fin d'année. Pendant ce temps, à Kandi, les chefs d'arrondissement se forment à la sécurité de proximité, une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin. Objectif, accompagner les efforts consentis par le gouvernement pour mieux assurer la quiétude des populations. Judikaël Aïnan et Ousmane Baparapé. Comment, de façon pratique, cette coproduction de la sécurité peut se faire dans les arrondissements? La sécurité des personnes et des biens, chère au président Patrice Talon, l'Association nationale des communes du Bénin a en fait aussi sa préoccupation. C'est à travers la formation des chefs d'arrondissement en matière de sécurité de proximité. Qu'est-ce que la coproduction de la sécurité? C'est la production de la sécurité par plusieurs acteurs, au moins 2. Dans le cas d'espèce, le chef d'arrondissement et le commissaire d'arrondissement sont les 2 personnages clés devant impacter la coproduction de la sécurité. La coproduction, et je le répète, la coproduction de la sécurité est faite sous la coordination du chef d'arrondissement. Le commissaire d'arrondissement est conseiller technique en la matière. Des notions de coproduction de sécurité en appui aux efforts du gouvernement dans les 77 communes du Bénin. Nous sommes bien prêts, Monsieur le Président, pour recevoir cette formation. Cette cérémonie de lancement est une invitation à tous à transcender nos rôles individuels pour agir ensemble avec détermination et responsabilité en faveur de la sécurité publique. Je reste convaincu que cette initiative renforcera non seulement la résilience de nos communes face aux défis sécuritaires, mais aussi la confiance entre les populations et leurs institutions. La NCB n'en est pas à son premier engagement. En témoigne la mise en œuvre depuis 2023 du projet de prévention des conflits par l'autonomisation des jeunes et des femmes avec l'appui financier de l'Union européenne. À la fin d'une audience, le juge indique généralement une date de délibéré. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, si vous vous posez la question, voici un élément de réponse dans la minute juridique. Un délibéré, c'est l'acte qui permet au juge de se replier après les débats à l'audience, les plaidoiries à l'audience, de surseoir et d'examiner l'affaire, d'examiner le dossier pour pouvoir trancher le litige. C'est-à-dire c'est en ce moment, quand le juge met le dossier en délibéré, il se replie pour pouvoir examiner le dossier pour rendre la décision. Donc c'est en ce moment qu'on parle de mise en délibéré. Un délibéré est rabattu quand le juge, après avoir mis le dossier en délibéré, revient pour peut-être soit il estime qu'il n'a pas assez d'éléments suffisants dans le dossier pour pouvoir trancher le litige, soit lorsque les parties lui ont demandé. Très souvent, le délibéré est rabattu si les parties découvrent de nouvelles informations, de nouvelles pièces à ajouter au dossier. Donc en ce moment, soit c'est à l'initiative du juge qui estime qu'après avoir mis le dossier en délibéré et examiné, il estime qu'il n'a pas encore assez d'informations, assez d'éléments dans le dossier pour pouvoir trancher le litige, c'est-à-dire rendre la décision. Il rabat le délibéré pour rouvrir les débats
et en ce moment permettre aux parties de revenir avec les prétentions et les demandes avec les nouvelles pièces afin de mieux revoir l'affaire et de remettre à nouveau le dossier en délibéré. On parle à présent des violences basées sur le genre. Dans le cadre de la quinzaine contre les VBG, les défenseurs des droits des femmes les invitent à plus de responsabilité envers elles-mêmes. On écoute Maître Alexandrine Saïzonou, avocate, au micro de Ghislaine Adimi et Jean Nambima. Il y a un travail qui est à faire sur les femmes. La question de la responsabilité. Je prends le cas des violences physiques. Alors que l'INF est là, les associations, nous, femmes avocates, nous nous battons pour que ces violences cessent. Et que vous apprenez qu'une femme est violentée, battue tous les jours. Vous allez au secours de cette femme-là. Et que c'est elle qui se retourne contre vous. Pour vous dire, c'est mon mari. Je ne veux pas quitter mes enfants. Je veux qu'on lui tire juste les oreilles. Ou bien, c'est la femme qui vient vous voir pour dire que voilà, elle a des problèmes. Mais quand vous écoutez les deux parties, vous voyez que c'est le comportement de la femme qui amène à cela. Ah, je ne peux pas voir mes enfants, on m'interdit de voir mes enfants. Mais quand vous voyez vos enfants, que vous ne leur apportez rien de bon, et que vous les traumatisez plus pour les protéger, on voit des parents qui prennent la décision extrême. Donc, je pense qu'il faut qu'on continue à sensibiliser nos femmes pour qu'elles puissent savoir. Pour elles, dans leur mentalité, étant donné qu'elles ont été éduquées comme ça, c'est le monsieur qui doit tout faire. Vous avez beau leur expliquer que tant que vous-même vous travaillez, vous amenez quelque chose. Il y a plein de choses à apprendre à nos sœurs. Il y a beaucoup de choses à apprendre à nos sœurs. Mais je me dis, si on mettait l'amour au cœur de tout, l'amour de nous-mêmes, de notre corps, l'amour du prochain, je pense qu'on pourrait aller, notre société se porterait mieux et les violences, il faut que les femmes acceptent de dénoncer. C'est ça. Moi, je pense qu'on doit se souder les coudes et se parler, s'éduquer. Et c'est ensemble qu'on est fort. Sur le même front, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance organise des concertations baptisées Groupe Genre et Protection sociale. C'est un creuset pour trouver les mesures de défense des droits et de la protection de la femme. Gilles Dansou et Alexis Seguebo. Cette deuxième session de concertation du groupe Genre et Protection sociale s'inscrit en parfaite ligne dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Thématique retenue, riposter et reconstruire après les violences. L'UNFPA reste engagé dans cette lutte pour l'épanouissement de la femme et le respect des droits y afférents. Les cellules focales et points focaux des autres secteurs constituent les bras opérationnels du mécanisme de concertation entre les PTF et ces autres secteurs, la partie nationale en matière d'intégration du genre et de la protection sociale. La dynamique de relance du dit mécanisme permettra d'améliorer la réponse aux besoins et attentes d'accompagnement de la partie nationale dans ce sens. Ensemble pour l'égalité des genres et l'inclusion sociale, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance veille au grain. Faisant suite aux recommandations formulées par les Nations Unies en 1997, le Bénin a enclenché le processus de mise en place d'un mécanisme national d'institutionnalisation du genre et de la protection sociale. Dans cette dynamique, le groupe de concertation genre et protection sociale s'est avéré l'un des cadres multisectoriels d'opérationnalisation œuvrant aux côtés des acteurs nationaux compétents dans le but de renforcer la prise en compte des dimensions genre et protection sociale dans les politiques, stratégies, programmes et autres interventions visant à accroître durablement le bien-être social des populations. De cette rencontre sont attendues des recommandations fortes dans le cadre du respect de la protection sociale des filles et des femmes.
Les ministères de la Défense et de la Santé, appuyés par le département défense des États-Unis, ont organisé une séance d'échange et de dépistage du VIH. Thème: soutenir les droits des militaires vivant avec le VIH/SIDA est notre responsabilité collective. Les forces de l'ordre ont été entretenues sur la stigmatisation et la marginalisation. Gloria Oni et François Issou. Dans les années 80, il était un fléau mondial semant la terreur, le VIH/SIDA. Au fil des ans, ces ravages ont chuté grâce à 2 facteurs: les traitements antirétroviraux, la non-discrimination. Néanmoins, l'État maintient la veille. Depuis 2 décennies environ, en milieu militaire au Bénin, les stratégies de riposte sont connues et approuvées. À travers le programme de prévention VIH au profit des personnels militaires ou des personnels en uniforme et leurs familles, aujourd'hui intitulé Programme sectoriel pour la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles et les épidémies en milieu de travail. Tout militaire vivant avec le virus du VIH/SIDA bénéficie d'un suivi régulier et d'un accompagnement constant. Le patient dans son état de santé est une personne vulnérable qui mérite le respect de sa dignité et une protection particulière à sa personne. Le ministère de la Défense et celui de la Santé œuvrent pour l'atteinte des objectifs 95-95-95 à l'horizon 2030. Cela signifie que 95% des porteurs du VIH/SIDA auront connaissance de leur statut sérologique. 95% de ceux qui connaissent leur statut seront sous antirétroviraux et 95% des porteurs sous antirétroviraux pourront avoir une charge virale supprimée. Les meilleurs agents de santé des collines sont distingués. Ces professionnels les plus dévoués ont été récompensés pour leurs compétences. Une idée de la direction départementale de santé des collines avec le soutien du projet Équité de l'Agence belge de développement. La remise des trophées avec Pierrette Anayossi et Kandel Capo. Ces agents méritants du système de santé du département des collines sont au nombre de 22 à être distingués pour le sens élevé de la responsabilité, mais aussi pour la bravoure et le leadership dont ils font montre dans l'exercice de leur profession. Conscients de la tâche sur le terrain, nous prenons l'engagement de travailler davantage pour mériter la confiance que vous avez placée en nous. Aujourd'hui, vous êtes à l'honneur. Les conseils vous ont été donnés par les prédécesseurs. Je voudrais vous convier à faire en sorte que cette distinction, que vous témoignez que vous la méritez vraiment, en faisant quoi? En respectant les différents critères qui ont prévalu à votre choix. Les récipiendaires sélectionnés sont répartis dans 3 catégories: personnel administratif, personnel soignant et responsable à divers niveaux. Lorsque nous prenons chaque catégorie, il y a des critères qui sont définis au nom de 5. On regarde le niveau d'exécution du plan de travail annuel, l'organisation du service, les délégations des tâches, l'accompagnement, le coaching, la coordination, la planification, la capacité de fédérer, la capacité de gérer les conflits. Il y a beaucoup qui ont voulu être sélectionnés, mais les critères les ont éliminés. Bien entendu, nous avons appliqué aussi le critère genre pour raison d'équité. Nous sommes avec le projet Équité, donc ce critère a été bien respecté. La DDS s'engage aux côtés du partenaire, Enabel, pour poursuivre cette innovation pour la motivation du personnel. Le projet Équité, dans sa deuxième phase, poursuivra les efforts entamés par Équité 1 pour les 5 prochaines années, en consolidant les acquis, mais également en accompagnant le département, et cette fois-ci en concertation avec les bénéficiaires. Ces récompenses visent à susciter l'excellence et la motivation au sein du cadre de travail.
Le préfet Bienvenu Dédaignon Milorin, quant à lui, fait son entrée sur la liste des chevaliers de l'Ordre national du Bénin. La cérémonie de distinction avec Ola Rodrigue Babagbito et Wenceslas Aroyimo. Si aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre d'années, cette cérémonie en est un bel exemple. Un exemple d'abord au vu des nombreuses personnalités présentes. C'est aussi un exemple surtout au vu des nombreux actes posés par celui que le vice-grand chancelier des ordres nationaux du Bénin considère comme l'incarnation d'une diversification professionnelle réussie. Monsieur Milorin, les populations du département vous désignent affectueusement comme le juste et requis instrument pour le développement des 6 communes de la juridiction administrative du Mono. Vous avez marqué votre engagement par des actions de développement qui ont contribué de manière significative à l'atteinte des objectifs de votre département. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du Bénin. Il est l'un des plus jeunes préfets du Bénin et désormais aussi l'un des plus jeunes chevaliers de l'Ordre national du Bénin. Endurant, ferme et combatif, l'heureux choisi voit en cette médaille son rêve américain en voie d'accomplissement. Le rêve est beaucoup plus grand, mais c'est une première étape. Je voulais rendre grâce à Dieu et rendre grâce à tous ceux qui y ont contribué, notamment le chef de l'État. Mais ça reste également un défi, un grand défi, parce que lorsqu'on vous met une telle distinction sur la poitrine, c'est beaucoup plus pour vous demander d'aller plus loin. L'appel qu'il faut lancer, c'est déjà demander à cette jeunesse qui a beaucoup de valeurs de travailler à polir ses valeurs, à se distinguer dans la société, parce que tout méritant finit toujours par être repéré par les projecteurs de la République. Milorin incarne l'intelligence. Milorin, c'est l'espoir de la jeunesse. Il travaille avec tout le monde, sans parti pris. Je pense qu'avant qu'il ne finisse sa carrière, il sera grand croix dans ce pays et c'est ce que je lui souhaite. Un souhait pour Bienvenu Dédaignon Milorin, un homme polyvalent dont l'exemplarité de la carrure fait l'unanimité. On ouvre maintenant les pages de l'amour à l'épreuve du Fa. C'est un roman de Modeste Sotonpo à Bikossi. Quelle est la trame de ce nouvel ouvrage? François Issou et Patrick Diossou apportent la réponse. L'amour à l'épreuve du Fa. Titre d'un livre ici qualifié. Son ouvrage est un coup d'audace. Audace ici n'est pas un prénom comme celui bien connu par un certain Florent Eustache Ressou. Modeste, le prénom occidental de cet auteur. Mais la modestie ne l'a pas empêché d'avoir 2 docteurs ès-lettres comme porteurs de son ouvrage. Teint d'un éclat frappant, regard perçant et le sourire débonnaire, Modeste Sotonpo Agbikossi retient votre attention malgré vous. Ses ancêtres éponymes sont du plateau d'Adansa à l'Ada par conformité administrative. Et dans la cité d'Adansa, la vie est rythmée par le chapelet divinatoire appelé Akple. C'est de cette rencontre du souffle des choses et de l'esprit de l'homme qu'est né le Fa. Modeste Sotonpo est un descendant direct de Akple. C'est ce fils des choses sacrées qui nous offre à lire l'amour à l'épreuve du Fa. Le docteur en sociologie fait la sociométrie de son ouvrage. Cet ouvrage est pour tout le monde. Le Fa, ce n'est pas du vaudou, ce n'est pas du beau, ce n'est pas du assez. Et quand le vrai Bokoro dit, cette fille-là n'est pas bien pour toi, il faut la laisser. Sinon, tu vas trouver malheur en chemin. Et c'est l'histoire des 2 personnages principaux. À travers Précieux Revin, j'ai voulu poser 2 questions qui nous concernent tous. Jusqu'où sommes prêts à aller par amour? Quand les traditions s'opposent à l'amour, quel choix faut-il faire? Réponse dans l'œuvre, à lire par tout bibliophile, dans toute bibliothèque. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.